Ça, c'est de la passion. Ça, c'est de la passion. On n'est peut-être pas seul dans l'univers. Les prostituées, les découvreurs, avec Sheldon et tout ça. Comme dans Marvel. Un astronaute, 200 milliards de galaxies. Aller sur Mars, totalement nu. Une nouvelle de physique, ça c'est... Pour ceux qui s'en rappellent, est-ce que vous avez vécu cette époque où, quand vous souhaitiez faire des achats en ligne, à partir de Madagascar, en fait, c'était pas possible. Pourtant, aujourd'hui, grâce à Mvool et à leur carte Visa, c'est hyper facile. Je vous donne un exemple très concret. Nous, pour faire Storytown, on a besoin de plusieurs applications en ligne. Que ce soit pour faire tout ce qui est graphisme, audio, hébergement et plein d'autres. Aujourd'hui, on a juste à faire la demande et on obtient une carte Visa. Hyper pratique. Et pour être honnête, sans cette carte Visa, en fait, il n'y aurait pas eu de Storytown. Dans le podcast aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir un naine. Bonjour et bienvenue parmi nous aujourd'hui. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, tu travailles principalement dans le domaine de l'astronomie, mais avant qu'on discute un peu plus de ce qu'il en est exactement, est-ce que tu peux peut-être te présenter à l'audience, s'il te plaît? D'accord, donc moi c'est Andunen Aradzonar-Veloin, je suis d'abord enseignant, je suis prof de physique-chimie dans une institution française ici à Tana. Ensuite, je travaille dans le domaine de l'astronomie, principalement à Majingas, dans l'observatoire astronomique de l'École du Monde Madagascar. Et je travaille aussi dans différents domaines qui s'orientent dans la promotion de la science, vulgarisation de la science et de l'éducation. Voilà. Ok. Ouais. C'est très clair. Enfin, c'est très clair. Justement, non, et je vais te poser la question justement pour bien poser les bases dès le début. Déjà, c'est quoi exactement l'astronomie? L'astronomie, c'est une science. D'abord, c'est une science qui étudie tout ce qu'il y a dans le ciel, tout ce qui a pas été créé par l'homme dans le ciel, genre les étoiles, les planètes, les lunes, les comètes et tout ça, et étudier leur fonctionnement, comment ça fonctionne, comment ça a été créé, comment ça évolue et comment ça va se terminer. Ça étudie aussi leurs mouvements et leurs propriétés physiques et chimiques. Tu peux étudier qu'est-ce qui constitue une planète, l'atmosphère de cette planète-là, pour ensuite trouver des éléments de réponse à des questions que l'homme s'est déjà posées auparavant, genre est-ce que nous sommes seuls dans l'univers, d'où venons-nous, d'où viennent les étoiles, d'où vient notre univers même. Donc ça, l'astronomie essaie de répondre à ces questions-là et essaie de faire avancer la connaissance humaine. Waouh, ouais. Tant de questions, je pense, sur lesquelles on va justement peut-être essayer de voir quels sont les éléments de réponse qu'aujourd'hui l'astronomie est en mesure d'apporter. Avant ça, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, dans quel contexte tu as grandi? Est-ce que tu as toujours baigné dans le monde de la science depuis que t'es petit, ou est-ce que c'est un amour, une passion qui t'est venue un peu plus tard? Donc l'amour de la science, c'est vraiment né lorsque j'étais tout petit. Avant, j'étais passionné par la cuisine d'abord, et dans la cuisine, j'ai vu que en fait, il y avait tellement de choses. Il y avait les sauces et tout ça. Dans les sauces, j'ai appris dans les documentaires, dans les trucs à la télé, que dans les sauces, il y avait tellement d'éléments chimiques. Donc là, petit à petit, grâce à la cuisine, la passion pour la science est née. Et j'étais un gars qui était accro à la télé aussi lorsque j'étais petit, mais je regardais beaucoup des documentaires comme C'est pas sorcier, des dessins animés comme Il était une fois, La vie, La terre, Les découvreurs. Donc ça, c'était des choses dans lesquelles j'ai baigné lors de mon enfance, et ça a cultivé ma passion pour la science. Et bien plus tard, j'ai dit à mes parents, moi je veux devenir scientifique, et ça pas été bien pris par mes parents, surtout par ma mère, qui pensait que être scientifique équivaut à devenir à une personne assez bizarre qui va s'orienter dans des choses qui sont pas très commodes comme ça. Et puis finalement, en grandissant, j'ai choisi
une série scientifique au lycée, et c'est là que, en regardant toujours la télé, la série de Big Bang Theory avec Sheldon et tout ça, je me suis dit tiens, moi je veux faire de la science, mais la science que je vais faire, ce sera de la physique. Donc là, c'est arrivé comme ça, et ensuite j'ai fait des rencontres un peu partout. J'ai rencontré des scientifiques, j'ai rencontré même un astronaute, mais en visio, c'était en visio. Et ça m'a beaucoup inspiré. Ça, c'était le truc qui m'a fait tiquer m'a fait aimer les sciences de l'univers. Voilà. Wow. Donc c'est une évolution petit à petit. Dès que j'étais petit et au fur et à mesure du temps, j'ai grandi et j'ai cultivé cette passion pour la science. Et justement, après le bac en série scientifique que tu fais des études supérieures, du coup. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe après? Est-ce que tu les fais sur Tana, tes études, à l'université? Oui. Donc, j'ai fait mes études à l'université d'Antananarive, plutôt à l'école normale supérieure de l'université d'Antananarive. Donc, je me suis vraiment formé à devenir enseignant. Parce que moi, en fait, j'aime beaucoup apprendre et j'aime beaucoup aussi partager ce que j'ai appris. Et l'enseignement, pour moi, c'est une des choses qui pourrait vraiment m'aider à partager cette passion-là. Donc du coup, j'ai fait physique-chimie à l'école normale supérieure, et c'est là que j'ai rencontré mon encadreur, qui est l'un des pionniers de l'astronomie ici à Madagascar, de l'astronomie actuellement. C'est un prof qui s'appelle Charles Ratzifarit, et lui, il a une montagne vraiment dédiée à l'astronomie, qui est un Doranfoot Astro. Je sais pas si tu connais. Ah oui. Il a une montagne, genre montagne, il a acheté la montagne, quoi. Voilà, pour faire de l'astronomie. Voilà. Ça, c'est de la passion. Ça, c'est de la passion. Donc, lui, c'était mon prof, et lui aussi, c'est l'une des personnes qui m'a beaucoup inspiré pour faire de l'astronomie. Donc, à l'ENS, j'ai fait de la physique, et en master, j'ai fait un master qui s'oriente sur comment utiliser l'astronomie pour enseigner les sciences physiques à l'école. Waouh. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais. Wow, c'est hyper passionnant. En vrai, bon, moi, j'ai jamais été bon dans ces matières-là, pour être honnête. Mais c'est vrai que c'est avec l'âge, en fait, que je pense la curiosité, voilà, commence on va dire à titiller mon intellect, du coup, et je commence du coup à m'intéresser à tout ce qui touche justement à la physique, à la science et tout. Alors, moi, je voulais savoir aujourd'hui, en parlant toujours d'astronomie, bien sûr, une des questions que je me pose, c'est est-ce que l'univers grandit? Oui. Ouais. Actuellement, on a des résultats sur ça. On a vu que l'univers, en fait, est en expansion. Et c'est assez paradoxal, parce que l'on dit que l'univers est infini, mais on dit que l'univers est en expansion. Donc, une chose qui est en expansion, ça devrait avoir des limites. Mais il y a des théories qui disent que, en fait, l'univers est en expansion sur lui-même. Donc, c'est assez abstrait. C'est assez abstrait. C'est profond, mais ça. En fait, le truc de l'univers en expansion qui grandit, c'est né dans le siècle dernier, en fait. C'est dû aux travaux de Georges Lemaître, et aussi aux travaux de Edwin Hubble. Edwin Hubble, il a découvert, en fait, que les galaxies s'éloignaient de nous. Donc, les galaxies s'éloignaient de nous. On a découvert ce qu'on appelle le redshift, c'était ça. Et les galaxies, on a découvert que les galaxies s'éloignaient petit à petit de nous à une certaine vitesse. Donc là, on a essayé de comprendre tout ça. Et Georges Lemaître, lui, il avait mis la théorie de ce qu'on appelle le Big Bang. C'est-à-dire que ça partait d'un tout petit point qu'on appelle une singularité, et que à partir de cette singularité, à un point minuscule, l'univers s'étend petit à petit comme ça. Et ça a été confirmé ensuite par les observations d'Edwin Hubble. Attends, si je comprends bien, donc il y a un petit point, et ce petit point, donc à la base, c'était l'univers, c'est ce que tu disais, et que donc petit à petit, il a grandi. Mais est-ce que quand on considère, par exemple, ce petit point-là, est-ce que tu vois, est-ce qu'il était genre sur une grande carte toute noire, tu vois, et que donc il y avait déjà un espace délimité, ou est-ce que il y avait juste un point quelque part, et je sais pas si tu vois ce que je veux dire, en fait. Je vois ce que tu veux dire.
En fait, la meilleure réponse, c'est on ne sait pas. On ne sait pas. Puisque on a juste la théorie. Donc, on a la théorie, on a élaboré une théorie qui s'appelle le Big Bang, donc je fais un peu le rappel de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que on est parti d'un tout petit point. Ce tout petit point-là, c'était il y a 13,7 milliards d'années. Là, actuellement, on n'est pas arrivé à l'instant zéro. Au t égale 0 secondes, les vrais débuts de l'univers, on est encore à 10 puissance moins 40 secondes à peu près, qu'on appelle le temps de Planck. On n'arrivera jamais, peut-être jamais, à dépasser ce temps-là pour arriver au temps zéro. Donc de là, on sait vraiment pas ce qu'il y avait avant. Mais ce que l'on sait, c'est que c'est parti d'un tout petit point. Et en fait, l'espace où l'on vit actuellement, c'était dans ce tout petit point. Mais ce tout petit point-là, on ne sait pas sur quoi il était. Là, il y a plusieurs théories qui apparaissent là actuellement, ce qu'on appelle les théories du multivers. Mais ce sont juste encore des théories puisque c'est des théories mathématiques. On n'arrive pas encore à vraiment trouver des observations qui puissent vraiment prouver ces théories-là, mais ce sont des théories qui sont là. Sur le multivers comme dans Marvel Peut-être, qui sait. Ouais, donc, tu vois, ça ce sont des idées. Ce sont des idées, donc on peut y penser, à ça. Ouais. Tu parlais de les galaxies s'éloignent les unes des autres, c'est ça? Peut-être est-ce que tu peux nous dire à nous qui ne connaissons peut-être pas très bien ce monde-là, qu'est-ce qu'une galaxie? Qu'est-ce qui compose justement une galaxie? Une galaxie, donc, c'est une grande structure qui est composée principalement d'étoiles. Donc, c'est un groupement d'étoiles. Lorsqu'on parle d'étoiles, là, une grande structure, c'est des centaines de milliards d'étoiles. Donc, ces centaines de milliards d'étoiles-là, ils tournent autour d'un noyau, d'un centre qui est au milieu, donc ils tournent comme ça. Et avec ces étoiles-là, il y a de la poussière, il y a du gaz, et voilà. Donc ça, c'est une galaxie, c'est une superstructure d'étoiles. Voilà la galaxie. Et ensuite, dans cette galaxie-là, il y a des petits amas d'étoiles. Tu vois, il y a des amas d'étoiles ou des étoiles qui se concentrent dans un même point et ça va former un amas d'étoiles. Donc il y a plein d'amas d'étoiles ensuite, et ces étoiles-là, ils se forment grâce à ce qu'on appelle des nébuleuses. Une nébuleuse, j'ai parlé tout à l'heure de gaz, de poussière. En fait, une nébuleuse, c'est un nuage de gaz et de poussière, et dans ces nébuleuses-là naissent les étoiles. Donc, les étoiles, elles naissent, et ensuite, à un certain moment donné, elles vont mourir. Et donc dans une galaxie, c'est comme une fourmilière où il y a plein d'étoiles qui vivent. Il y a des étoiles qui naissent, il y a des étoiles qui meurent, il y a des étoiles qui tournent et voilà, qui font plein de choses. Ok. Et est-ce qu'on sait aujourd'hui, il y a à peu près combien de galaxies dans l'univers, ou est-ce que c'est encore on peut donner une estimation. On est dans les 200 milliards de galaxies. 200 milliards de galaxies. 200 milliards de galaxies actuellement. Ok. Et la Terre est dans une de ces galaxies-là. La Terre est dans l'une de ces galaxies-là. La Terre tourne autour d'une des étoiles de ces galaxies-là. Et en sachant que une galaxie contient 200 milliards d'étoiles, oui, ça fait donc beaucoup, tu fais la multiplication et voilà. Ouais. Si je fais la multiplication sur mon téléphone, ça rentrera jamais. Ils vont mettre je ne sais pas quoi après. Voilà. Ok, waouh, ok. Donc, toi, tu penses qu'il y a donc d'autres formes de vie du coup dans l'univers? Oui. Oui, je pense que c'est parce que tu vois, j'ai parlé tout à l'heure d'étoiles. Et au moins autour d'une étoile, il y a au moins une planète qui tourne autour d'une étoile. Par exemple, notre système solaire autour de notre soleil, donc il y a 8 planètes à peu près. 8 planètes officielles et des planètes naines. Donc il y a 8 planètes autour de notre soleil. Il y a d'autres étoiles qui a plein d'autres planètes. Donc tu fais encore la multiplication et tu auras le nombre de planètes dans notre univers, et là tu peux te dire que ouais, on n'est peut-être pas seul dans l'univers. Mais là il faut se dire que en fait nous actuellement on a des idées préconçues de ce qu'on appelle des extraterrestres, des gens qui vivent dans d'autres planètes. Nous on a dans la tête que c'est des gens qui sont tout verts, tout gris, qui ont une intelligence supérieure à la nôtre et tout ça. Mais en fait, lorsqu'on parle de vie, lorsqu'on a étudié la vie à l'école, on a fait par exemple biologie végétale. Donc les plantes, c'est déjà
quelque part une forme de vie, mais végétale. Voilà. Donc, si on trouvait dans ces planètes-là des traces de plantes, on pourrait dire déjà que il y a de la vie là-bas. Des petits brins d'ADN, des petites molécules, pas molécules, mais des microbes, des bactéries, c'est déjà de la vie. Donc, faut pas s'attendre à, si un jour on dit que la NASA dit, par exemple, que on a découvert une planète où il y a de la vie. Faut pas s'attendre à trouver des gens qui viennent d'une autre planète comme ça, mais des petits trucs vraiment tout petits. À l'échelle microscopique. Voilà. Mais ça n'exclut pas le fait que peut-être éventuellement il y a des personnes qui auraient, l'astronomie n'exclut pas le fait que il y a peut-être des gens qui ont des êtres vivants humains qui ont plus ou moins notre forme quelque part ailleurs. Ça, on n'exclut pas ça, ça. Parce que voilà, la Terre par exemple, on a la Terre qui tourne autour du Soleil. Si on a une planète qui a la même configuration que la Terre, en termes de rotation, en termes de distance par rapport à son étoile, et du coup peut-être que on verrait ça. Mais le truc aussi, c'est que si par exemple il y a une forme de vie quelque part dans l'univers et que on arrive à les découvrir. Par exemple, on va observer une forme de vie dans une planète. Prenons l'exemple d'une planète qui se trouve à 65 millions d'années-lumière de nous. 65 millions d'années-lumière, ça veut dire que la lumière a parcouru cette distance-là, une certaine distance en 65 millions d'années. Si on faisait le calcul très basique, c'est une année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en une année. Donc ça fait à peu près 10 000 milliards de kilomètres. 10 000 milliards de kilomètres. Donc, désolé, j'ai mis un peu de mathématiques dans le truc. 10 000 milliards de kilomètres. Et la lumière fait cette distance-là en une année. Voilà. Et si on prenait, par exemple, une planète qui se trouvait à 65 millions d'années-lumière de nous, donc la lumière qui vient de cette planète-là va parcourir 65 millions d'années pour parvenir à nous. D'accord ? Et ensuite, la lumière qui est reflétée par la Terre et qui arrive vers cette planète-là va aussi durer 65 millions d'années pour faire cette distance-là. Donc, nous, en astronomie, lorsqu'on fait des observations, on observe grâce à la lumière. On analyse la lumière. Donc, si on veut observer la planète qui se trouve à 65 millions d'années-lumière, on va analyser la lumière qui vient d'elle. Donc, la lumière qui va venir d'elle aujourd'hui, 2023, c'est une lumière qui vient il y a 65 millions d'années. Donc, par exemple, et je fais l'inverse, si eux, ils veulent nous observer, donc s'ils ont un télescope hyper puissant et peuvent vraiment voir la Terre à cette distance-là et voir ce qui se passe sur Terre, eh bien, ils verront pas l'homme. Ils verront plutôt les dinosaures. Puisque la lumière va transiter pendant 65 millions d'années. Donc de là, si tu veux observer des choses qui sont intelligentes, qui ont évolué comme ça, peut-être que tu vas observer la planète et voir que, en fait, il y a de la vie, mais c'est une forme de vie très primitive. Il faut prendre en compte que, en fait, sur cette planète-là, cette forme de vie-là, c'est déjà une forme de vie très ancienne, que actuellement, ça a peut-être évolué. Et là, on se fait toujours la blague de s'il y avait des extraterrestres qui observaient la Terre depuis très loin, eh ben ils se seront peut-être pas intéressés à la Terre puisque ils verraient peut-être des dinosaures, ils diront il y a pas de forme de vie intelligente sur la Terre. Voilà. Waouh, ok, c'est un truc de ouf quand même. Et aujourd'hui, les matériels à disposition, on va dire des plus grandes des entités en charge d'explorer le monde, par exemple, je prends l'exemple de la NASA, par exemple. Leur télescope, du coup, il peut, en théorie, il peut envoyer, pas leur télescope. On est en mesure d'envoyer de la lumière jusqu'à une distance de combien de kilomètres? Si, par exemple, on veut envoyer genre des signaux, tu vois, faire du Morse, tu vois, par exemple. D'accord. Ok. Donc, si on veut envoyer des signaux comme ça, eh bien, le signal, il va aller très très loin. Puisque, en fait, un signal, lorsqu'on envoie un signal dans l'espace, et l'homme a déjà fait ça, il envoie régulièrement des signaux là-bas, donc ça va se transformer en ce qu'on appelle une onde électromagnétique. Et une onde électromagnétique, ça se propage dans le vide. Donc lorsque ça se propage dans le vide, ça peut aller mais vraiment très très loin, jusqu'à une vraiment très très longue distance. Et là, par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé de 13,7 milliards d'années.
Et en fait, on a déjà capté des signaux qui étaient à genre 13, quelques 4 milliards d'années avant ça. Ah ouais. Ouais. Donc à quelques 300 000 années après le Big Bang, 300 millions d'années après le Big Bang, on a des signaux de ça actuellement. Donc en fait, si on envoie des signaux comme ça, eh bien ça va se propager, mais très très loin, très très loin. Et on le fait souvent pour vraiment pour montrer notre présence. Genre on envoie ça et on attend les réponses. Ouais. Wow. Ok. Alors écoute, on a un petit une séquence qui s'appelle Fast Check. D'accord. En gros, en fait, je te donne le choix entre deux choses Mhm. et tu choisis tout simplement ce que tu préfères. D'accord. Alors, physique ou chimie? Physique. Marcher sur la Lune ou aller sur Mars? Aller sur Mars. Sheldon ou Léonard? Léonard. Léonard. Éclipse solaire ou éclipse lunaire? Éclipse solaire. Star Trek ou Star Wars? Star Wars. Voyager dans le temps ou voyager dans l'espace? Voyager dans le temps. Ok. Hyper intéressant. C'était une séquence très courte, hein. Ouais. J'ai vu d'ailleurs récemment que, en fait, il y avait, on avait envoyé des genres de, je sais pas si je le décris bien, mais je crois que c'est des genres de plaques, je crois, où en fait, si tu veux, t'as genre des choses qui sont inscrites d'une certaine manière et qu'on envoie dans l'espoir que peut-être une intelligence quelque part puisse le trouver, une forme d'intelligence peut le trouver et éventuellement comprendre que donc voilà, ici on est la Terre, et c'est un truc de ouf, hein, c'est genre ils envoient des capsules comme ça. Ouais, c'est assez ouf en fait. On en a envoyé 2 si je me trompe pas, ou 3. Et on va en envoyer aussi une nouvelle là. Et ce qui est drôle en fait, c'est que ils mettent des images assez drôles. Là, si t'as déjà vu l'image là, ils mettent une image de l'humanité, un gars et une fille qui sont totalement nus. Ah, ok. Oui. Donc, tu vois, t'imagines ça, t'es une forme de vie qui vit sur notre planète et tu reçois ça. Ah, tiens, il y a des gens nus. Je comprends pas pourquoi ils m'envoient des nudes comme ça. Et t'imagines un peu si ce sont des êtres malveillants qui arrivent à trouver ça. Donc, ils ont envoyé notre position et tout ça. Donc, là, tu te dis qu'ils vont nous envahir et tout ça. Donc, voilà, c'est assez drôle, mais quelque part aussi, c'est lancer en fait une bouteille dans la mer pour avoir un espoir que peut-être qu'un jour il y aura des gens qui vont nous répondre. Et là j'étais dans une certaine réflexion et je me suis dit que peut-être plus tard, lorsque l'homme sera dans un espace de délire où l'homme quittera la Terre et ira peut-être sur une autre planète, et imaginons que ces sondes-là, on va les retrouver et ce sera notre génération, notre future génération qui vont retrouver ça. Et voilà. Donc ça, ce serait ouf aussi. Ouais. Mais il faut se dire aussi que là, par exemple, tu as demandé tout à l'heure marcher sur la Lune ou sur Mars. Moi, j'ai dû choisir. Mais finalement, pour moi, c'est rester sur Terre, ce serait la meilleure, le meilleur des cas, puisque actuellement, c'est encore une chose qui est hyper difficile. D'une part, d'aller sur la Lune et même d'aller sur Mars, c'est encore une question encore très très difficile à répondre. Est-ce que l'homme pourra résister vraiment au voyage vers Mars? Et si on y va, est-ce que ce sera un voyage aller-retour ou juste un aller simple? Ouais.
franchement, si jamais c'est juste un aller simple, faut vraiment être chaud pour vouloir y aller. Voilà. Parce qu'en plus, il va pas avoir beaucoup de divertissement là-bas. Ouais, c'est sûr. Si tu cherches des restos et tout, faut pas compter là-dessus. Alors, comme tu disais tout à l'heure, donc si je me trompe pas, c'est donc depuis 2022 que donc on a le premier observatoire astronomique de l'île qui se situe à peu près à 40 km de Majinga, dans le village de, si je compte bien, Bessel, c'est ça? Bessel. Ouais. Aujourd'hui, selon toi, c'est quoi un petit peu la place de l'astronomie à Madagascar? Donc actuellement, l'astronomie est dans un stade de cocon, je dirais, puisque c'est on essaie, en fait, ce sont des associations, ce sont des associations qui font vraiment bouger l'astronomie actuellement ici à Madagascar. Bon, on a déjà le master en astronomie à l'université d'Antananarivo, mais ça s'arrête juste au master. Donc les étudiants, après le master, ils partent à l'étranger pour continuer un doctorat, et ensuite, là, ils ont le choix entre revenir ici et rester là-bas. Mais là, actuellement, vu que c'est vraiment dans un petit cocon, là, actuellement, ils choisissent d'abord de rester là-bas pour assurer une certaine stabilité. Et nous, ici, sur place, en fait, on essaie de faire des choses. On essaie de faire bouger les choses. On a actuellement l'observatoire qui est à Majinga. Donc, grâce à l'observatoire, on peut faire des recherches, des petites recherches actuellement. On fait des recherches sur des astéroïdes, on observe des astéroïdes. On fait ce qu'on appelle aussi de l'astrophotographie. On photographie le ciel et on sort des images de galaxies, par exemple, ou de nébuleuses. Et voilà, il y a des étudiants de temps en temps aussi qui demandent des données, puisqu'on collecte des données, et ces étudiants-là vont utiliser ces données-là pour leurs recherches, pour des petites recherches comme ça. Donc c'est encore tout petit. Et même au sein de l'université, on a juste qu'un professeur actuellement. Une personne qui a un grade de professeur, il y en a juste qu'une seule personne ici à Madagascar qui est spécialisée en physique et en astrophysique. Et très récemment aussi, on a vu que, en fait, il y avait aussi encore très très peu de publications issues de Madagascar. Il y a beaucoup de publications de malgaches, mais il y a très peu issues de Madagascar. Il y a très peu de publications issues de l'université d'Antananarivo concernant l'astronomie. Mais là, on va essayer en fait de faire avancer ça, de faire changer ça avec différents ateliers, des ateliers d'observation, principalement pour les étudiants. Donc là, on se focalise un peu sur les étudiants pour que ça avance comme ça. D'autre part aussi, il y a aussi un autre aspect de l'astronomie qui s'appelle l'astrotourisme. En fait, l'astrotourisme, ça rallie astronomie et tourisme. Donc, Madagascar a un très très grand potentiel. Parce que ici à Madagascar, on a presque pas de lumière. Donc, merci à la Jirama. Ah oui, ok, oui, tu parlais de lumière, électricité. Lumière, électricité. Ouais. Il y a encore beaucoup de régions qui n'ont pas accès à l'électricité, qui pour l'astronomie est une bonne chose. Parce que, en fait, si tu vas, par exemple, dans les grandes capitales, genre, tu vas à Paris, tu vas à New York et tout ça, lorsque c'est la nuit, tu regardes dans le ciel, tu vois presque pas d'étoiles. Presque pas d'étoiles parce qu'il y a tellement de lumière sur Terre, dans une ville, par exemple, et ça va créer ce qu'on appelle une pollution lumineuse. Ça va créer une pollution lumineuse qui va faire en sorte que on ne voit presque pas d'étoiles. En fait, c'est comme si, par exemple, donc, du coup, moi, je lève les yeux et qu'il y avait d'abord un premier filtre qui est celui de la lumière des villes et qu'après seulement il y a les étoiles et donc voilà, c'est ça. Il y a des lueurs de la lumière. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la pollution lumineuse. Donc du coup, les gens ils vont dans les campagnes et tout ça. Or, dans les campagnes là-bas, ça commence aussi à être très 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 clair. Donc ici à Madagascar, on a encore la chance que il y a des régions où c'est encore hyper sombre. Donc à l'étranger, ils créent même des parcs qu'on appelle des dark sky parks, des réserves de ciel nocturne, des ciels noirs, pour préserver ce qu'on appelle le ciel nocturne. Parce que ça, c'est pour. Il y a des études actuellement qui disent que en fait, regarder le ciel a des impacts aussi sur notre santé mentale. Ça nous apaise, ça nous aide aussi à se connecter un peu plus à la nature.
Et donc voilà. Et d'autre part aussi, eh bien la lumière, trop de lumière aussi, ça va affecter aussi la biodiversité et tout ce qui est écologie. Donc ici, nous, on a ce grand potentiel-là. Et donc, par exemple, les gens, ils viennent comme ça en pleine journée observer les lémuriens et les caméléons, tout ça. Et dans la soirée, on fait un petit bivouac, on installe un feu de camp et on regarde le ciel étoilé, on découvre ce qui se passe dans le ciel. Voilà. Ah, c'est un truc de fou. Ok, ouais, c'est une niche touristique auquel j'avais pas du tout pensé. Justement, il y a déjà des gens qui le font, ça, enfin, qui se positionnent sur ce créneau. Oui, par exemple, moi je fais ça. Ok, ouais, bah, moi je cool, fais ça et ouais. j'enseigne aussi ça dans une institution de tourisme ici, pour faire en sorte que il y a des gens qui s'intéressent d'une part dans un domaine entrepreneurial dans ça, et aussi il y a aussi des guides touristiques qui font appel à moi pour donner des formations, puisque lorsqu'ils ont des touristes par exemple, les touristes, ils viennent avec plein de matos. Ils viennent avec des télescopes et tout ça. Et là, t'es le guide là. Normalement, c'est toi qui dois guider les gens pour montrer les choses dans le ciel, tout ça. Et le gars, il était là, genre, il y avait un guide qui m'avait raconté ça. Ils étaient sur Bellot-sur-Mer, là. Ils regardaient le ciel. Et il m'a dit, c'était le Vasa qui m'indiquait, ah, ça, c'était l'étoile, telle étoile, telle étoile. Et le Vasa, il m'a demandé quelles sont les particularités du ciel dans l'hémisphère sud. Le guide, il savait rien. Ils m'ont appelé pour une formation. Waouh, c'est un truc de ouf. Franchement, c'est incroyable. J'avoue, j'espère que c'est un truc qui pourra se développer, parce que d'autant que ça permettra aussi aux personnes, on va dire, vivant dans des endroits peut-être parfois un peu reculés, de pouvoir bénéficier du tourisme, des retombées du tourisme. Voilà. Ouais. Donc, c'est vraiment cool. Je reviens très rapidement sur l'observatoire. Comment on finance un observatoire Parce qu'étant donné que tu m'as dit qu'on est encore à un stade de cocon limite embryonnaire, et qu'en fait on a quand même un observatoire, tu vois, je me demande du coup. Ouais. Donc en fait l'observatoire d'abord il est privé. Donc c'est né en fait d'une collaboration entre la Société astronomique de France, l'ONG École du Monde et l'association Aikintana. Donc l'association Aikintana, je suis le coprésident de l'association, et donc c'est la coprésidente, celle qui copréside avec moi, elle habite en France. Et en fait en 2019, on avait gagné un télescope grâce à un concours issu de la Société astronomique de France. Donc de là est née une relation entre Aikintana et la Société astronomique de France. Et eux, en fait, ils voulaient faire un truc ici à Madagascar. Donc, ils voulaient faire un truc ici à Madagascar. Et en parallèle à ça, l'ONG École du Monde, qui est une école de brousse, qui en fait essaie d'améliorer la scolarité en brousse depuis déjà 25 ans, eh bien, il voulait aussi, le président de l'ONG voulait introduire l'astronomie dans l'école. Et, comme par le pur des hasards aussi, il a rencontré en fait le président de la Société astronomique de France, et de là est né un petit triangle entre Société astronomique de France, Aikintana et École du Monde. Et de là donc c'est École du Monde qui fournit tout ce qui est l'endroit, logistique, électricité, connexion internet. C'est la Société astronomique de France, grâce aux collaborateurs genre l'Université de Paris-Saclay, l'Uranoscope Île-de-France et tout ça, qui ont donné le télescope et le toit aussi. Et ensuite, c'est Aikintana qui est en charge des ressources humaines de télescope, qui gère en fait le télescope. Et donc c'est né de là, et donc le financement c'est venu en fait des gens de la Société astronomique de France et ceux qui ont voulu contribuer à tout ça. Et actuellement on a d'autres sources de financement parce que c'est un observatoire et il y a des scientifiques dedans. Nous on a plus l'habitude de faire des demandes de fonds comme ça à des organismes, et il y a des organismes en fait qui donnent des financements, et en contrepartie on réalise des projets scientifiques pour eux. Par exemple, on a actuellement ce qu'on appelle l'AFIPS, c'est African Initiative for Planetary Science, dont je suis dans l'une des comités de cette institution. Et donc cette institution-là apporte aussi un financement à l'observatoire, genre en termes de, par exemple, de caméras ou des choses comme ça. Okay. Donc voilà. Donc super.
pour avoir du financement, on doit faire des propositions à des organismes qui font des appels comme ça, et ensuite on reçoit des financements. Ok, waouh. Et Voilà. peut-être pour donner une idée à ceux qui sont jamais encore allés là-bas, l'observatoire, enfin le télescope en soi, il fait quelle taille à peu près Donc c'est pas un très grand télescope, c'est un télescope de 14 pouces, donc c'est 34 cm de diamètre, à peu près comme ça. Ah ouais, ok, ouais. 34 cm de diamètre. Moi, ce que j'avais vu avant dans les supermarchés, c'est comme C'est ça, un tout le petit. truc. Voilà, c'est un tout petit. Mais celui qu'on a, c'est un 34 cm de diamètre et il est pas très long. Il est pas très long, mais en fait, c'est le système optique qui est à l'intérieur qui fait en sorte que ça atteint des distances de très très grandes distances. Wow. Donc on a un télescope qui est là et ensuite souvent les gens ils se disent que on va venir à l'observatoire et on va observer sur le télescope. Mhm. Or, on peut pas faire ça directement puisque en fait le télescope il est raccordé directement à une caméra. Donc la caméra va prendre les photos, comme ça et ça va rentrer dans un ordinateur qui est là et c'est grâce à l'ordinateur que l'on pourra regarder les photos issues du télescope. Ok. Voilà. Ouais, tu me poses pas l'œil sur quelque Sur chose. l'oculaire, voilà. Sur l'oculaire. Ouais. Mais ensuite, à l'école du monde, il y a des télescopes qui sont plus petits. Et sur ces télescopes plus petits-là, on peut poser les yeux pour observer. Mais pour le télescope dans l'observatoire, c'est principalement avec la caméra. Et ça se passe aussi comme ça dans les grands observatoires dans le monde. On n'a pas vraiment cette place-là pour mettre les yeux, sauf si on met un outil spécial pour c'est comme une multiprise ensuite. Genre t'as une autre source, voilà. Okay, sauf d'accord. si on met un truc comme ça. Ok, d'accord. Voilà. D'ailleurs, en 2022, avec ton association, vous avez découvert un nouvel astéroïde. C'est ça? Pas vraiment. Ok. Je vais expliquer Corrige-moi. ça. Oui. Donc, en 2022, c'est pas l'association en fait, c'est plutôt un ami de ceux qui ont contribué à l'installation de l'observatoire à Bessel. Il s'appelle Alain Maury et en fait, ce gars-là, il a plein de télescopes au Chili. Des télescopes comme ça qui détectent les astéroïdes. Et donc lui, il détecte tout le temps des astéroïdes. Il a plein d'astéroïdes et donc pour nommer une astéroïde, il faudrait que ça soit celui qui a découvert l'astéroïde qui donne le nom à cet astéroïde-là. Donc lui, en l'honneur du travail fait à Bessel, à tout ce qui a été déjà fait grâce à l'École du Monde et grâce à l'Observatoire, eh bien, il a donné en fait le nom de Bessel, du village, à un astéroïde qu'il a découvert en 98. Wow, ok. Et ça a apparu dans un bulletin de l'Union astronomique internationale. Parce que en fait, pour donner le nom de quelque chose dans le ciel, il faudrait que ça soit validé par l'Union astronomique internationale. Donc ça, c'est ce qui s'est passé en 2022. Mais en 2023, l'année dernière, au sein de l'association, on a découvert un potentiel astéroïde. Voilà. Ok. Donc on a participé à une campagne de recherche d'astéroïdes, on a analysé des données et on a découvert un potentiel astéroïde. Ok. Et donc là, on verra encore attendre plusieurs années pour avoir une confirmation que c'est vraiment un astéroïde et que voilà sa trajectoire. Et là, on pourra donner le nom de cet astéroïde-là. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire exactement ce que c'est un astéroïde? Un astéroïde, donc, c'est un gros morceau de rocher qui se trouve dans notre système solaire et qui tourne en fait autour du Soleil entre Jupiter et Mars, sur ce qu'on appelle une ceinture d'astéroïdes. La ceinture d'astéroïdes, donc là, il y a plein de rochers, il y a plein de rochers là sur cette ceinture d'astéroïdes-là, qui tournent autour du Soleil, et ces rochers-là ont plus de 50 mètres de diamètre. 50 mètres de diamètre, et à un certain moment, les astéroïdes, ils entrent en collision entre eux, et leur trajectoire commence à changer, et ils vont avoir des trajectoires qui vont toujours tourner autour du Soleil, mais il y aura des trajectoires qui vont peut-être rencontrer d'autres planètes. Et lorsqu'on dit planète,
on prend la Terre aussi en considération. Oui. Donc là, par exemple, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des NEOs, Near Earth Objects. Ce sont des rochers, en fait, qui sont potentiellement dangereux, qui peuvent entrer en collision avec la Terre. Et une des choses que l'on fait en astronomie aussi, c'est d'observer ces choses-là pour faire des calculs et pour trouver leur trajectoire si jamais ça pourrait peut-être tomber sur Terre. Donc là, ce sera la cata. Si par exemple, tu as un astéroïde qui mesure genre 1 kilomètre de diamètre qui tombe sur Madagascar, ben Tana et les alentours, si ça tombe sur Tana, donc tu auras un gros cratère et ce sera la fin du bye direct. De bye direct sur Tana et voilà. Ah ouais. Parce que il faut se dire qu'il y a 65 millions d'années, je parlais 65 millions d'années tout à l'heure, il y avait les dinosaures. Il y avait un astéroïde de 10 kilomètres de diamètre qui était tombé sur Terre et plouf, après ça, plus de dinosaures. Dinosaures. Donc voilà. Okay. Donc, nous on étudie ça, on essaie de rechercher en fait ces astéroïdes-là pour trouver des potentiels astéroïdes qui pourraient tomber sur Terre. Et là actuellement on développe des technologies pour essayer de détourner ces astéroïdes-là. Et très récemment, en 2022, on a observé une mission de la NASA en fait qui s'appelle DART. Qui a dévié la trajectoire d'un astéroïde qui tournait autour d'un autre astéroïde. Donc, t'as un astéroïde qui est comme ça et t'as un petit astéroïde, t'as un petit corps qui tourne autour de cet astéroïde-là, comme ça. Et la NASA a envoyé une sonde qui a percuté, en fait, l'astéroïde qui tournait autour du plus gros, donc. Et on a pu voir que, en fait, l'astéroïde a été dévié. Sa trajectoire a dévié. Wow. Okay. Donc de cette technologie-là, on peut appliquer ça ici sur Terre si par exemple il y a un gros rocher qui va tomber sur Terre. Ok. Waouh. Ok. Un truc de ouf quand même. D'ailleurs, moi je me suis demandé, tu vois, depuis quelques années, il y a un petit peu la course à comment on appelle ça. Je sais plus c'est quelle sphère, mais en fait du coup où on envoie en fait des satellites, des mini satellites, un peu plus haut que le ciel, mais du coup, je sais plus c'est dans quelle strate exactement. Pour, par exemple, ça peut être pour la connexion Internet ou pour d'autres besoins. Est-ce que ça a un impact sur votre travail à vous? Ça impacte beaucoup, surtout les satellites qui ont des, tu vois, en fait, les satellites, on peut les voir depuis la Terre. Puisque si tu regardes dans le ciel, il y a pas que des étoiles. T'as des planètes, t'as la Lune, et t'as les avions, et t'as aussi les satellites. En fait, les satellites, lorsqu'il y en a sur le ciel, eh bien, c'est un tout petit point blanc qui se déplace comme ça, à vitesse, je dirais, qui change pas, et qui suit une trajectoire comme ça. Donc, tu peux toujours la voir comme ça. Donc, ces points brillants-là, par exemple, vu que tu utilises une caméra pour prendre des photos, lorsqu'on prend une photo, par exemple, nous, en astronomie, on prend une photo de 2 minutes, par exemple, temps d'exposition. 2 minutes de temps d'exposition, eh bien, le point blanc dans ta photo, ce sera une ligne blanche très longue. Et actuellement, il y a ce qu'on appelle des constellations de satellites. Donc, il y a plein de satellites qui sont envoyés. Et en fait, ça va créer plein de lignes blanches sur tes photos. Et que là, tu dois, en fait, essayer d'éliminer. Mais dans la majeure partie des cas, c'est mort. Wow. Donc eux actuellement, vu que la communauté astronomique en fait engage des propositions auprès de ces sociétés-là, et eux ils essaient de chercher des technologies en fait qui reflètent moins en fait la lumière, puisque en fait ce sont les plaques solaires qui sont sur ces satellites-là. Ils vont refléter la lumière du soleil, ça va arriver sur nous. Donc c'est à cause de ça que l'on voit ces lumières-là. Voilà. Ok, d'accord. Wow. Alors moi je vais te demander, ce serait quoi toi ton grand objectif dans la vie par rapport à l'astronomie et la physique? Ce serait quoi toi? Mon plus grand rêve. Ouais, ton plus grand rêve. C'est d'avoir un prix Nobel. Ah ouais. Prix Nobel de physique, ça c'est, je suis très très ambitieux. Ouais, écoute, un prix Nobel. Mais donc ça c'est vraiment le summum, c'est vraiment le rêve. Mais actuellement, pour moi, ce serait plutôt que ici à Madagascar,
il y a vraiment un centre de recherche en astronomie et que moi je puisse y travailler. Genre là, je dirais certes l'observatoire astronomique de Bessel, mais travailler dans une plus grande institution où il y aura tous les collègues, genre il y aura tous mes amis qui font déjà de l'astronomie, genre ils reviennent ici à Mada pour que l'on travaille tous ensemble et que en fait on puisse inspirer ensuite la génération future à faire pas juste de l'astronomie, mais faire aussi de la science. Parce que tu vois, s'il y a plus de scientifiques ici à Madagascar, dans les dizaines d'années, ce sera mort pour notre pays, hein. Parce que là, actuellement, t'as déjà beaucoup de difficultés vu que il y a des scientifiques, mais eux, ils partent. Mais imagine s'il y en a vraiment plus, ben, ce sera, mon prof dit tout le temps, tape nantom. Voilà. Donc, pour moi, mon objectif, ce serait, en fait, d'instaurer une institution d'astronomie ici à Madagascar et pour l'aspect de vie personnelle, ce serait d'avoir un diplôme, genre un doctorat, un HTR plutôt, en astronomie, en astrophysique, et de fonder une famille. Ah oui, ça aussi, c'est un petit objectif comme ça. C'est pas un petit objectif, mais tu vois, d'habitude, on voit des scientifiques qui terminent genre célibataires. T'as le cliché du petit geek comme ça. Dans Big Bang Theory, par exemple, t'avais Sheldon qui avait beaucoup de difficultés à avoir une copine et tout ça, que à la fin il a eu une copine. Et voilà. Donc ça, c'est un grand rêve comme ça. Et moi, je suis un grand rêveur aussi. Et j'espère que mon rêve se réalisera. Ah, tout à l'heure, tu parlais de Léonard. Oui. En fait, une des raisons aussi pour laquelle j'ai fait de la physique, c'est que je voulais terminer comme Léonard. Je voulais terminer comme Léonard, avoir une copine comme Penny, en fait. Donc voilà. Ok. C'était ça. Mais finalement, je suis encore comme Rajesh. Rajesh, si t'as suivi la série, en fait, lui, à la fin, il termine avec son chien. Ah oui, c'est que... Parce que c'était l'astrophysicien du groupe. Ok, ouais. Bon, oui, je pense dans la vie, après, tu passes par différentes phases, hein. Je pense que si c'est ton souhait de fonder une famille, je suis sûr que tu y arriveras, hein. Je pense que avoir un chien, c'est bien aussi, mais bon, je veux dire, c'est sûr que si tu veux une femme et potentiellement des enfants, ouais, c'est quand même mieux. Ok. Et peut-être au-delà justement de tout ce qui tourne autour de la science, c'est quoi toi tes grandes passions? Mes grandes passions autour de la science, en dehors de la science, hein. En dehors de la science. En dehors de la science. Parce que la science actuellement, c'est vraiment bon, c'est la musique. Je suis beaucoup, j'aime beaucoup la musique, surtout la musique classique. J'en fais pas, mais j'aime beaucoup écouter de la musique classique. Je viens tout le temps dans des concerts de musique classique comme ça. Donc, je suis un grand fan de musique classique et aussi de cinéma et de photographie. Donc, de temps en temps, je fais des vidéos comme ça, je fais des mini-films. Bon, les mini-films, ça va s'orienter un peu sur la science, mais je fais des films parce que j'aime beaucoup le cinéma aussi et j'aime beaucoup la photographie, qui finalement aussi est devenue l'astrophoto. Oui, voilà. Avant, je faisais des photos genre photos de tu vois, auparavant il y avait ce trend là où tu faisais des shootings de filles comme ça. Et moi j'aimais bien ça, bien ça. Mais ensuite les filles ça a commencé à m'ennuyer un peu, donc du coup je suis passé à tout ce qui est dans le ciel. Ouais. Et à part ça aussi c'est apprendre. Très bizarre, mais moi j'aime beaucoup apprendre. Que ce soit pas l'astronomie, que ce soit pas la science, mais j'aime beaucoup apprendre genre l'histoire, la psychologie et tout ça. Donc et lorsque je raconte ça à des gens, genre quelle est ta passion? Moi je dis apprendre et ensuite enseigner. Et là ils me disent non, une passion, genre un hobby. Et je leur dis j'aime, c'est ça mon hobby en fait. Enseigner, genre il y a pas mal de temps, j'étais là, je parlais de Seconde Guerre mondiale aux gens et ils m'ont demandé mais t'étais pas censé être un astronome mais pas un gars. Et là je leur dis mais ma passion c'est apprendre.
Et comment justement, tu aurais peut-être un conseil à donner sur comment on peut cultiver cette curiosité, cette envie d'apprentissage? Eh bien, je vais prendre un exemple sur moi, en fait. Parce que, en fait, pour cultiver ça, il faut regarder tout et n'importe quoi. Et regarder tout et n'importe quoi, et ensuite se poser des questions. Donc, le fait de se poser des questions, ça, c'est assez difficile. Par exemple, tu regardes des vidéos sur TikTok. Tu regardes des vidéos sur TikTok et tu te demandes pourquoi les gens ils font ça. Et de là, tu arrives à un cheminement d'esprit et ça t'ouvre des choses. Une histoire assez drôle. Par exemple, moi, avant 2019, avant 2020, avant le Covid, je savais que, en fait, à Annalakil, les prostituées, elles arrivaient pas avant 6 heures le lundi. 6 heures quoi, du matin ou... Non, du soir. Du soir, ok, ouais. Et après le Covid, tu voyais déjà des prostituées à 6 heures aux environs d'Annalakil. Donc là, ça se base, là je te dis, regardez tout et n'importe quoi. Donc là, j'étais là, je marchais tranquillement, je regardais autour de moi. Donc là, de là est née la question, mais qui sont ces gens-là et pourquoi? Eh bien, il y a eu une apparition soudaine vers telle ou telle heure. Donc il y a des choses comme ça et ça attire la curiosité et tu commences ensuite à lire des choses pour trouver pourquoi les gens ils font ça et ça et ça et ça. Tu as trouvé la réponse à ta question? Ben oui, c'est en fait grâce à cause du Covid, il y a eu un pic au niveau du manque d'argent en fait. C'est dû à la pauvreté en fait le truc. Et ensuite, tu peux aussi observer que les gens ils changent, les filles qui font ça évolue petit à petit, puisqu'il y a un besoin qui se crée en fait dans notre société. Par exemple, t'as des choses t'as l'inflation. Du coup, il y a un besoin qui va se créer et pour satisfaire ce besoin-là, l'individu, que ce soit une femme, un homme ou une autre personne, comme ça, aura besoin de sources de revenus. Ils vont faire des choses qui étaient pas auparavant peu catholiques comme ça. Donc voilà. Donc en fait, mon conseil pour moi pour se cultiver comme ça, c'est de s'intéresser un peu à tout et n'importe quoi et de se poser des questions, des questions, essayer de chercher des réponses à ces questions-là. Ok. Alors j'aurais une dernière question, en fait, donc par rapport à toi, quand on est confronté à la science de manière aussi régulière que tu l'es, quand on est passionné par la recherche, essayer de trouver des réponses à des questions que l'être humain se pose depuis longtemps. Est-ce que toi, ça, aujourd'hui, tu crois en une forme, on va dire, supérieure au niveau de l'univers, tu appelles ça Dieu ou autre chose? Oui. Oui. Donc, tu vois, lorsque j'ai parlé auparavant de pourquoi mes parents ils acceptaient pas le fait que je devienne scientifique lorsque j'étais petit, c'était par rapport à ça. Ils avaient peur que je m'éloignais on est issu d'une famille chrétienne, très chrétienne même, et ils avaient peur que je m'éloigne de ça. Et finalement, dans ma vie, il y a eu des périodes où évidemment, je me suis vraiment éloigné de ça. Où mes amis me disaient Yand, faut pas parler de ça avec Yand parce que il va faire des trucs, il va émettre des hypothèses comme ça et tout ça. Mais finalement, je me suis dit, mais non, c'est en fait voilà que je me suis un peu, je dirais, je me suis égaré. Ça, c'est à mon sens. Mais s'il y a des gens qui sont pas croyants, moi, j'accepte leur choix. Mais pour moi, dans mon sens, dans mon esprit, je me suis un peu égaré dans ce sens-là. Et ensuite, j'ai juste repris les choses comme ça. Donc moi, mais ça a un peu évolué. Un peu évolué. Donc moi, si on me demandait actuellement, est-ce que je suis croyant, je suis croyant, je crois en Dieu, je garde ma chrétienté actuellement. Mais j'ai appris en fait à séparer science et religion et croyance. Néanmoins, ça n'enlève pas le fait que de temps en temps, je suis invité dans des églises et tout ça, et je fais des parallélismes. J'essaie de faire des parallélismes entre la science
et la religion. Parce que voilà, je connais bien la religion, je connais bien la science, je peux faire le parallèle. Mais j'évite juste de trop parler de science pour pas en fait toucher la sensibilité des gens. Puisque tu vois, je fais de la vulgarisation scientifique, j'essaie de faire comprendre aux gens que en fait la science c'est pas chercher une vérité, une seule vérité. En fait, c'est expliquer comment fonctionnent les choses. C'est là le fait de se demander des questions. On essaie d'expliquer comment fonctionnent les choses. Et il y a une personne qui arrivera à expliquer ça. Il y a une autre personne qui trouvera une réfutation à cette explication-là. Et au fur et à mesure du temps, t'as un cheminement pour arriver à une explication qui soit la plus rationnelle possible. Mais au-delà de ça, il y a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Et ces choses qu'on n'arrive pas à expliquer, là, entre en jeu ce qu'on appelle le côté la croyance. Et pour moi, il y a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Et moi, je crois en Dieu qui dit que ben voilà, genre par exemple la Genèse. On parle de la Genèse. En astronomie, on a expliqué une théorie que en fait l'univers est né il y a 13,7 milliards d'années d'une singularité. Et dans la Genèse, ça dit que Dieu dit que la lumière fut et la lumière fut. Donc de là, peut-être que Dieu, en fait, c'était l'instance au-delà de la singularité dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est lui, en fait, qui a fait en sorte qu'il y ait le Big Bang. Donc pour moi, c'est Dieu, il est là. Et en fait, il nous a placés là juste comme ça. Genre, il a laissé la nature fonctionner, il a établi des lois, et il a laissé la nature fonctionner comme elle-même. L'homme essaie d'interpréter cette nature-là et il laisse les choses couler comme ça pour que, ben voilà. C'est pour ça peut-être que on a tous nos problèmes comme ça et tout ça parce qu'il laisse couler, il a juste créé et voilà, vous vous démerdez comme ça. Ok. Bah écoute, bah, merci, franchement, j'ai beaucoup apprécié notre discussion. Je voulais te souhaiter que tous tes projets, aussi bien pro que perso, puissent se réaliser. Et vraiment, bon courage dans tout ce que tu souhaites entreprendre. Ok, d'accord. Merci aussi. Merci à toi pour l'invitation et pour ces questions qui étaient très intéressantes aussi. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à répondre à tes questions. Et voilà, j'espère aussi que Storytown et tous tes projets aussi grandiront et pourront atteindre le sommet aussi. Merci.